La tragédie s'ouvre sur un décor de carton-pâte. Le grand prêtre de cette mascarade païenne, le voici. Premier acte, Adolf Hitler Hitler se lance à la conquête de cet espace vital qu'il juge indispensable pour l'Allemagne. Après chaque mauvais coup, la faiblesse des démocraties va l'encourager à recommencer. L'Anschluss, l'Autriche annexée devient une simple province allemande. Seule fausse note de l'opération, les nombreux chars qui tombent en panne sur la route de Vienne. À l'arrivée de l'été, Hitler menace la Tchécoslovaquie. La province des Sudètes, où vivent de fortes minorités allemandes, rentre de force, elle aussi, dans le Grand Reich. Les généraux de la Wehrmacht craignaient la réaction des Occidentaux. Ils avaient tort. Paris et Londres n'ont pas bougé. Munich, loin d'avoir apaisé Hitler, lui a donné de l'appétit. L'armée allemande occupe la Tchécoslovaquie tout entière, avec quelques milliers d'hommes et une poignée de chars. À ce moment, Hitler pourtant est vulnérable, mais la France ne bouge pas, l'Angleterre pas davantage. La dernière chance d'arrêter la tragédie est passée. Le flot monte, reste encore la Pologne. Et la Pologne, Hitler y pense depuis longtemps. Moscou, c'est ici que la partie va se jouer. La France et l'Angleterre refusent depuis des mois les appels de Staline. Ce refus de choisir entre les communistes et les nazis, les Occidentaux vont le payer très cher. Pour étrangler la Pologne sans risque, l'Allemagne est prête à pactiser avec le diable, s'il le faut. Le 23 août 1939, Molotov accueille à Moscou von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich. Peu avant minuit, le monde stupéfait apprend la nouvelle. L'Allemagne et l'Union soviétique ont signé un pacte de non-agression. Staline sourit, l'URSS s'engage à fournir du pétrole à l'Allemagne et les deux pays ont, dans une clause secrète, prévu de se partager les dépouilles de la Pologne. Hitler exulte, maintenant, dit-il, j'ai le monde en poche. Danzig, la guerre va commencer là. À 6 heures, l'armée allemande entre en Pologne. Contre la force mécanique, la Pologne envoie sa cavalerie. Hitler a maintenant décidé de rayer la Pologne de la carte. Il faut, dit-il, l'empêcher de revivre. C'est Himmler, le chef suprême des SS, qui se charge de la besogne. Derrière les soldats de la Wehrmacht arrivent les tueurs nazis, qui commencent la liquidation systématique de la noblesse et des intellectuels polonais. Les premiers convois de juifs prennent la direction des camps. Hitler vient savourer son triomphe, persuadé qu'il est devenu invincible et que bientôt toute l'Europe sera allemande. Le 17 septembre, Staline frappe la Pologne dans le dos. Comme convenu, l'armée allemande et l'armée rouge se rejoignent pour se partager le pays. L'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. L'Empire britannique tout entier mobilise. Les premiers soldats embarquent pour la France. Entrée en guerre quelques heures seulement après l'Angleterre mobilise, elle aussi. On est loin, certes, de l'enthousiasme de 1914. Pourtant, sur le papier, cette armée française a fière allure. Il va hélas bientôt falloir déchanter. Retranchée derrière la ligne Maginot, la France se sent en sécurité. L'ouvrage, il est vrai, est formidable, impressionnant. Un mur de béton, une ligne fortifiée qui court le long du Rhin, des Vosges aux Ardennes. En face, l'Allemagne est chauffée à blanc. Les Français ont la ligne Maginot, les Allemands la ligne Siegfried, tout aussi inviolable. La bataille devra avoir lieu ailleurs. Frappe
où on ne l'attend pas. Le Danemark est envahi. Marchepied vers la Norvège, où une flotte modeste s'empare le jour même des principaux ports. Des parachutistes sont largués sur les principaux aérodromes. C'est la première opération aéroportée de la guerre. C'est un plein succès et la victoire nazie sur le continent sera totale. Le colonel de Gaulle explique au président Lebrun que les chars, c'est le mouvement, la rapidité, et que les anciennes conceptions du combat sont dépassées. Rares sont ceux qui l'ont compris, et aujourd'hui, il est bien tard. L'attaque allemande contourne la ligne Maginot. Le Luxembourg, la Belgique, la Hollande sont des pays neutres, et alors, Hitler ne s'embarrasse pas de ces détails. L'armée allemande s'ébranle en direction de la mer. La Hollande et la Belgique subissent le premier choc qu'elles encaissent plus tard. Les Alliés, sérieusement bousculés dans les Flandres, ne voient pas que c'est là, au cœur des Ardennes, que va porter l'offensive principale. Guderian a réussi à faire passer le gros de ses forces. Le haut commandement allié réalise seulement la gravité de la situation. Les Français ne réussissent pas à endiguer le flot. Les Allemands font leur premier prisonnier. Paul Reynaud téléphone à Churchill pour lui dire « Nous avons perdu la bataille ». Le piège se referme à toute vitesse. Le 20 mai, les Allemands sont sur la Manche. Les armées alliées du Nord sont menacées d'encerclement. N'en revient pas de la rapidité de l'effondrement français. Il réclame sa part de butin. La Corse, la Savoie, Nice, Menton. L'Italie déclare guerre à la France le 10 juin. Les Anglais partis, ceux qui restent de l'armée française se disloquent en une dizaine de jours. Le 14 juin, les Allemands sont à Paris. La France se décompose. Weygand presse le gouvernement de négocier l'armistice. Plus personne ne peut arrêter la progression de l'armée allemande. Paul Reynaud refuse la capitulation et démissionne. Le maréchal Pétain lui succède à 84 ans. Son prestige est immense, mais croyant sans doute sauver l'essentiel, il va engager la France dans l'équivoque tragique de la collaboration. À partir de juin 1940, les informations ou les rumeurs sur l'avancée des troupes ennemies vont bon train. Faut-il quitter Givrennes ou rester? James Guérinet raconte « Ma famille décide dans l'urgence de partir. Mais où? Peu importe, mais partir. Avec une poignée d'affaires dans un convoi de fortune, elle se dirige difficilement en direction de la forêt d'Orléans, terme de l'escapade. Après une nuit à la Belle Étoile, la fatigue et la raison conduiront à envisager un changement de programme, le retour à Ainvilliers. L'histoire de Pierre Benoît est plus rapide. Avec un chargement trop volumineux, le cheval a du mal à tirer. Le chariot et la voiture, une C4G attachée derrière. Le convoi rebroussera chemin avant même d'arriver devant la mairie de Givrennes. Givrennes a été occupée par les Allemands très peu de temps, pas plus d'une semaine, tout au début de leur arrivée en France. Les Allemands à Givrennes n'étaient pas méchants, ils s'occupaient très bien de leurs chevaux. Pierre Benoît se rappelle des écriteaux sur les portes des maisons. Hier wohnt die Familie Benoît. Ici habite la famille Benoît. La cantine allemande était dans la cour de Marcel le Père, à Ainvilliers. Les Allemands venaient régulièrement chercher leurs rations. En face, dans la maison bourgeoise, résidait un médecin allemand qui soignait indifféremment Allemands et Français. Le sentiment des anciens se résume par cette remarque humoristique. Les Allemands, gentils, mais envahissants. Pour André Boutet, pas de départ en famille. Givrennes est devenu, comme bien d'autres villages français, un centre de ravitaillement où l'on venait parfois de très loin. Pour sa part, André allait livrer des victuailles jusqu'à Paris à bicyclette. Général de Gaulle. Le 18 juin, une autre voix, celle du général de Gaulle, appelle les Français à la résistance. Le 22 juin, la France, aux 2 tiers occupée, accepte les conditions de l'Allemagne. C'est l'armistice. Hitler a voulu une mise en scène wagnérienne et exigé que la cérémonie ait lieu en forêt de Compiègne, au même endroit et dans le même wagon où l'Allemagne avait capitulé en 1918. Hitler prépare maintenant l'invasion de l'Angleterre, non sans quelques hésitations.
Aucun plan n'a été préparé. L'état-major n'est pas chaud pour se lancer dans cette expédition. La marine allemande manque de bateaux. L'Angleterre est seule, mais elle a un atout. La Manche. Le mauvais temps vient au secours des Anglais. Hitler doit accepter l'évidence. Il a perdu la bataille d'Angleterre. C'est sa première défaite. Et la France? Quel est son avenir, de nation vaincue et humiliée? Le vieux maréchal accepte d'en discuter le 24 octobre, avec le Führer. Pétain refuse l'alliance qu'Hitler lui propose, mais cette sinistre poignée de main de Montoire égare encore un peu plus le pays, et elle a un prix. L'occupation et la collaboration avec l'Allemagne. Reste la Russie. Pour lui régler son compte, Hitler a besoin des Balkans, de la Hongrie et du pétrole roumain, des bases navales bulgares sur la mer Noire quand sonnera l'heure d'en finir avec les Rouges. La conquête des Balkans n'est pas très difficile. La Grèce, c'est pour Mussolini et son rêve impérial. Sans rien dire à Hitler, les Italiens attaquent les Grecs à partir du territoire albanais qu'ils occupent depuis 1939. La campagne est un désastre. Ce sont les Grecs qui raccompagnent les Italiens jusqu'en territoire albanais. C'est donc Hitler qui va devoir se charger de la Grèce, à sa manière. La Wehrmacht manœuvre comme à la parade. 10 jours plus tard, l'armée yougoslave capitule. Les Grecs sont balayés à leur tour. Avant que le mois d'avril ne s'achève, les Allemands sont à Athènes. Le moment est venu de retrouver Mein Kampf, en finir avec le bolchevisme. Le 22 juin 1941, l'armée allemande envahit la Russie soviétique. C'est l'opération Barbarossa, Barberousse. Au cours des premières semaines, la Wehrmacht avance, victorieusement, sur un front de plus de 3000 km. La Russie va-t-elle succomber à son tour? Staline en appelle à la Russie éternelle, qui n'hésite pas à mettre le feu à ses maisons pour ne rien laisser à l'envahisseur. Leningrad, la ville berceau du communisme. Hitler est persuadé qu'elle va capituler avant l'hiver. Erreur. L'hiver est là, le plus terrible sans doute de mémoire de soviétique. Mais la ville ne se rend pas, malgré les pires souffrances. Au même moment, de l'autre côté du globe, c'est le Pacifique qui s'embrase. Le 7 décembre 1941, la flotte japonaise, qui s'est approchée sans bruit des îles Hawaï, lâche ses avions sur la grande base américaine de Pearl Harbor. En Amérique, le coup de poignard de Pearl Harbor a réveillé l'opinion. Roosevelt peut enfin convaincre le Congrès, les États-Unis entrent dans la guerre. En Afrique du Nord, le sort des armes est encore bien incertain en cette année 1942. Depuis son arrivée en Libye, Rommel le Shah joue avec la souris britannique. Reste à vaincre Rommel, là-bas, derrière les dunes, à El Alamein. Le 8 novembre 1942, Américains et Britanniques débarquent en Algérie et au Maroc. Obsédé par la guerre en Russie, Hitler néglige ce qui se passe en Méditerranée. Pierre raconte, à 20 ans, les gendarmes sont venus m'apporter mon ordre de départ pour Chalbry. C'est là qu'on se rendait avant de partir. En zone occupée, tout comme Givren, là-bas, on était bon pour un départ en Allemagne. À l'époque, tous les jeunes de 20 ans étaient réquisitionnés. L'Allemagne avait besoin de soldats sur le front de l'Est ou des travailleurs pour le STO, le service obligatoire du travail. Alors je suis parti à la Neuville, comme maçon chez Le Vigivre. Là, j'ai rencontré Maurice Paquet, un Sologno. Alors, nous nous sommes rendus à Vigelin, dans la culture, où il avait de la famille. André Guérinet raconte la même histoire, avec un petit supplément. Avant de partir pour Chalbry, il devait se rendre à Pithiviers, avec un bon pour prendre possession de ses souliers. Les chaussures aux pieds, il partit, mais pas à Chalbry,
mais en Sologne, rejoindre le maquis, non pas celui des maquisards, mais celui des réfractaires. Comme de nombreux réfractaires qui se limitent toutefois à se cacher à domicile ou à se faire embaucher dans des fermes isolées où ils servent de main-d'œuvre à des paysans complices. James Guérinet est resté en culture avec ses parents, n'en revenant pas encore aujourd'hui de l'oubli des classes 44 et 45, la classe 46 ayant été appelée après la guerre. Il fallait cependant pointer une fois par semaine, sans doute pour partir à notre recherche en cas de départ précipité. Pendant cette période, à la maison, mon père a accepté d'héberger dans le plus grand secret des juifs allemands, des communistes échappés du camp de Pithiviers. J'en ai parlé à personne, même pas à mon pote André Boutet. Et puis, nous avons accueilli aussi des réfugiés qui ne venaient pas de la Manche, ceux-là. Ils venaient de l'Aisne. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est le dernier acte. Montgomery va associer son nom à la première grande victoire britannique et l'Allemagne. L'Allemagne n'est plus qu'une gigantesque fabrique d'armement. Joseph Futot, maire de Givrennes, donne lecture au conseil municipal le 28 mars 1943 de la circulaire préfectorale précisant les modalités d'accueil des réfugiés de la Manche. Alors que Givrennes ne compte que 380 habitants, il est attributaire de 44 réfugiés. Le conseil décide de procéder au recensement des locaux vacants. Le nettoyage de ces locaux sera effectué immédiatement. Dans l'ignorance de la composition du contingent, le conseil décide que dès leur arrivée, les réfugiés seront hébergés et nourris par les habitants à tour de rôle jusqu'à ce que soient définitivement aménagés les locaux vacants. Le 23 mai, Joseph Futot indique que les réfugiés vont arriver incessamment et demande au Conseil de prendre toute disposition en vue de leur réception et de leur installation. Le Conseil décide d'aménager les locaux vides. Les habitants seront invités à prêter de la literie et à offrir des provisions. Le comité d'accueil comprendra la totalité du Conseil municipal. Une famille a été hébergée au 4 de la rue de Boine. C'était la misère. À vous aujourd'hui, Édith Cavreau. Une autre était logée au fond de l'impasse de l'église. Il y avait là famille, matériel et chevaux. Les réfugiés sont restés à Givrennes jusqu'à l'automne 1943. Les nazis mettent toute l'Europe à contribution. C'est le travail obligatoire. Plus de 6 millions d'hommes viennent de tous les pays européens occupés participer en Allemagne à l'effort de guerre. Qu'il veut maintenant, c'est le pétrole du Caucase et la ville symbole des bolcheviks, Stalingrad. Le 26 juillet, le général von Paulus reçoit l'ordre de prendre la ville. L'hiver est là, et Stalingrad tient toujours. Hitler ne veut pas voir l'évidence. Son armée est isolée, loin, trop loin en avant. Les vivres, les chars, le carburant commencent à manquer. Le 19 novembre, l'armée rouge lance une offensive foudroyante sur les arrières de l'armée allemande. La tenaille se referme, la 6e armée du maréchal von Paulus est prise au piège. En décembre 1943, le sac plein de gibier, je suis revenu à Givrennes en bicyclette, 60 km depuis Vigelin. À cette époque de l'année, le travail de la terre ne nécessite pas de bras. Alors passer Noël en famille, c'était bon pour le moral. Au printemps 1944, je suis allé chez Pierre Boivin, le grand-père de Jean-Claude, et son fils est venu chez nous. Finalement, un échange de bons procédés pour échapper à la gendarmerie. Le 2 février 1943, von Paulus capitule, avec 91 000 survivants. Dans les ruines de Stalingrad, pour la première fois, l'armée allemande a perdu. La nouvelle stupéfie le monde entier. Stalingrad, pour l'Allemagne nazie, c'est le commencement de la fin. Au prix de centaines de milliers de morts, l'Union soviétique se libère. L'armée allemande, comme avant elle, tous les envahisseurs de l'immense Russie, doit battre en retraite. Hitler en appelle alors à la résistance anti-bolchevique. « 10 000 Français partent se battre sur le front de l'Est et dans toute l'Europe, des hommes acceptent de mettre l'uniforme de l'armée allemande pour essayer d'arrêter Staline et la révolution communiste. Ces bombes sont pour l'Allemagne, désormais soumise à un pilonnage quotidien. Mais la route est longue, de Londres à Berlin.
et beaucoup de ces courageux équipages ne reverront jamais les côtes de l'Angleterre. En juillet 1943, les Alliés font enfin leur premier pas en Europe. C'est le débarquement en Sicile, puis 2 mois plus tard, en Italie. Le fascisme s'affole et s'effondre. L'Italie capitule, mais la résistance allemande est acharnée. En mai 1944, c'est le corps expéditionnaire français, du général Juin, qui réussit la manœuvre décisive. Il faudra encore 9 longs mois de combat pour que l'Italie tout entière soit libérée. Il est vrai que la bataille décisive va avoir lieu ailleurs, quelque part en Normandie. 5 juin 1944. La veille du jour J, le général Eisenhower vient serrer la main des parachutistes américains et canadiens qui vont sauter dans la nuit sur le Cotentin. Plus rien maintenant ne peut arrêter le déclenchement d'Overlord, le débarquement d'une armée en Normandie le 6 juin. La surprise est totale. Rommel est en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. À Berlin, Hitler vient tout juste de s'endormir. Les premiers parachutages ont commencé depuis minuit sur les 2 flancs de la zone du débarquement. Au total, 27 000 hommes et des tonnes de matériel sont largués. Le 6 juin au soir, les Alliés respirent. Le débarquement a réussi, une solide tête de pont a été établie. Les Allemands vont vite se ressaisir. Les opérations prennent du retard, il faut plus d'1 mois aux Alliés pour libérer Caen. Ce n'est qu'au début du mois d'août que l'armée allemande encerclée doit battre en train. Le 15 août, c'est le débarquement en Provence. De Lattre libère Marseille et Toulon. La tenaille se referme, mais Hitler n'a pas encore dit son dernier mot. Hitler enrage. Il ordonne d'ensevelir Paris sous les ruines. Mais il est trop tard. La 2e DB de Leclerc arrive aux portes de Paris le 25 août. André Boutet raconte « Je n'avais pas l'intention de me faire embarquer par les Allemands. Je me suis donc engagé pour le temps de la guerre et j'ai rejoint la première armée, celle du général de Lattre de Tassigny. Je me souviens, nous étions des jeunes paysans sur la route, mais aussi des jeunes travailleurs, des usines. Tout cela faisait une moyenne d'âge extrêmement jeune. Voir ces jeunes parlant avec l'accent du Périgord, du Limousin et de Corrèze. Mais on s'entendait. Et je me suis retrouvé à Besançon peu de temps après la libération, le 8 septembre 1944. J'ai pris le temps de faire une séance chez un photographe et puis nous avons passé le Rhin. Le passage s'est fait sans trop grande difficulté, le chemin ayant été couvert par d'autres unités. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Il n'y a pas eu de libération du Givren en août 1944, les Allemands ne séjournant pas en permanence. Juste une petite frayeur. James Guérinet se souvient. Le 20 août, j'étais aux établissements Villain. Au bout de la rue de Bourgogne, une moto s'est pointée, plutôt inquiet de voir ce soldat que l'on croyait allemand. En réalité, c'était un Américain. Bernard Rivière, sans doute, à un autre moment, a vu rue de Bourgogne un char allemand qui pointait son canon en direction du bois du Portail. Mais en fin de compte, c'était un char américain. Ce jour a cependant été tragique. Les jeunes criaient leur joie. Les Américains sont là !» Il ne fallait pas rater cet événement. Les convois américains passaient sur la grande route à Sombernon. Dans sa précipitation, Sabaya, surnommé Petit Vélo, a été écrasé par un véhicule américain. Triste journée pour Givren, pour ce jour de libération. Les Américains ont séjourné un moment dans le bois de Champfleury avec leur matériel, cantinière et armement. Le 27 août 1944, Françoise, Monique, Eliane et Pierrette se sont fait photographier avec 2 Américains. C'était l'occasion En septembre, jamais. les Alliés espèrent pouvoir en finir rapidement. Montgomery envoie une division parachutiste sur la Hollande dans l'espoir d'isoler la Ruhr et de foncer sur Berlin. En novembre, les 6 armées alliées du front occidental lancent une offensive générale. Plus de 130 000 résistants sont venus grossir les rangs de l'armée française qui s'engage en Alsace. Fin 1944, la France est presque entièrement libérée. Avec sa première armée, le général de Lattre prend Mulhouse le 20 novembre. Les Alliés pensent pouvoir fêter Noël tranquillement
Le 16 décembre, ils sont totalement surpris par une violente contre-attaque allemande dans les Ardennes. Les Alliés mettent un mois à rétablir la situation. C'est la dernière offensive de la Wehrmacht qui va se battre maintenant pour défendre son propre sol. Tous ces efforts sont vains. En avril, les Américains sont à Munich. Il faut arrêter Patton, toujours en avant, qui est à 90 km de Prague. Américains et Soviétiques font leur jonction sur le Danube et sur l'Elbe. Cette victoire n'est pas une victoire comme les autres. Maintenant, les Alliés savent. Le monde apprend l'inimaginable. Entre 5 et 6 millions de Juifs ont péri dans les camps de la mort. Printemps 1945, 6 ans après le début de la guerre, la Wehrmacht, épuisée, s'effondre. L'Allemagne est partout envahie. Hitler n'est plus qu'un vieillard fou qui refuse de voir que la guerre est perdue. Il décrète la levée en masse pour la victoire ou la mort. Les enfants de 16 ans sont mobilisés. Le 7 mai 1945, le général Jodl signe à Reims la reddition sans condition de toute la Wehrmacht. En grand uniforme, le bâton de maréchal à la main, c'est Keitel, qui confirme le lendemain à Berlin la reddition allemande. Givren n'est pas Paris. Pas de liesse, on vit au rythme de la campagne. James Guérinet était le 8 mai à la fête de Jeanne d'Arc à Orléans. C'est là qu'il a appris la capitulation et la fin de la guerre. Le lendemain, je suis rentré à Givren, dira-t-il. André Boutet, quant à lui, était encore à Baden-Baden. Nos trois héros de ce documentaire sont là aujourd'hui pour témoigner. Pour d'autres, le sort a été plus cruel. Leur nom figure sur la plaque de l'église de Givren. Jean Houdret, engagé volontaire, mort et enterré à Bamako en 1941 à l'âge de 22 ans. Alphonse Leroy, mort à Courcelles, 32 ans en 1945. Et Fernand Loiseau, 35 ans en 1940. Les deux premiers sont inscrits sur le monument aux morts de Givren, le dernier sur celui de Yèvre-la-Ville. Les prisonniers de guerre, il ne faut pas les oublier. 17 Givrenois ont été prisonniers de guerre, très souvent placés dans des fermes pour faire le travail des paysans allemands partis à la guerre. Le 18 novembre 1945, Givren est en fête du retour. Mairie décorée, photo officielle avec les jeunes. Et le banquet avec un véritable repas gastronomique. Sardines et pâtés en croûte, bar sauce hollandaise, filet de bœuf jardinière, gigot d'agneau de présalé, haricots maître d'hôtel, salade de saison, tarte aux pommes, café, liqueur et le tout arrosé de blanc et de rouge. Bel hommage gastronomique. Aujourd'hui, nous sommes libres. Et cette liberté, on vous la doit à vous tous, nos anciens, quelle que soit votre condition aujourd'hui. Alors, nous les plus jeunes, n'oublions pas que cette liberté est un bien à partager. C'est aujourd'hui notre combat de tous les jours.